Départ à destination de Londres et New York. Vol LA 231. Bonsoir, Philippe au micro avec vous jusqu'à 23h. Le vol de nuit s'en vient de décoller. Et comme à l'accoutumée, du lundi au jeudi inclus, 3 rendez-vous. Le troisième sera un rendez-vous de jazz, le Jazz Club et le Bec de Jazz à partir de 22h30. 22h, une demi-heure avec Providence et Charles Baudelaire ce soir. Troisième émission, Baudelaire et les femmes. Et puis dans quelques instants, Pleine Lune va débuter avec un invité de marque, Canovaro, auteur de la nouvelle Rock Machine, paru dans le Rock and Folk de ce mois-ci. Le tout sur le 91,5 MHz en FM et en stéréophonie, la fréquence de Radio Castillé qui vous souhaite la bienvenue à bord du vol de nuit. Pleine Lune. Pleine Lune, je le rappelle, avec un invité de marque ce soir et en exclusivité, Canovaro, auteur de la nouvelle Rock Machine, que Rock and Folk publie ce mois-ci dans le numéro d'octobre. Television, pour débuter le Pleine Lune de ce soir, puisque le héros de cette nouvelle Rock Machine que publie Rock and Folk ce mois-ci, aussi Canovaro, bonsoir. Bonsoir. Entre Richard Hell et Johnny Thunders. Pourquoi spécialement ce mélange entre ces deux rockstars un peu marginal en quelque sorte? Ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, il y a eu 2 concerts à Paris en même temps à peu près, c'est vers le mois de mars. Oui. Et on avait annoncé aussi la mort de Johnny Thunders à cette époque. Et on disait que Johnny Thunders était poursuivi par une espèce de mafia diabolique, une mafia new-yorkaise de la drogue, qu'il aurait pourchassé et plus ou moins expédié en enfer, dirons-nous. Oui. Et en même temps, donc il y avait la venue à Paris de Richard Hell qui était à New York l'été d'avant, dans d'assez mauvais lieux à New York, dans des boîtes où il était recommandé de venir en cuir, par exemple. Mmh. Et donc, je pense que les 2 personnages étaient tout à fait identiques, et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de créer un héros qui soit un mélange des 2. C'est-à-dire une image conjointe aux 2 et que tu reprends d'ailleurs un peu dans le début de ta nouvelle, une image que tu qualifies d'étranger inquiétant. C'est la légende qu'il y a autour de certains héros du rock'n'roll. La notion d'étranger inquiétant, ce serait effectivement le fait que ce sont des héros, donc qui sont divins d'une certaine manière, et ils font peur en même temps. Donc ils participent à un interdit qui est le fait d'être des héros du rock, donc c'est ce qu'on peut peut-être rêver de plus héroïque aujourd'hui. Oui. Et en même temps, ils ont un destin, une sorte de destin maudit, un destin de mort qui leur colle à la peau. Oui, c'est ça, parce que ce sont pas n'importe quel rockstar, en même plus. C'est pas David Bowie, qui est quand même une rockstar qui est positive, quoi. Oui, ce sont des losers. Les perdants. Les perdants. Bien, alors on va faire une pause et on va justement écouter l'autre moitié de ton personnage. Tout à l'heure, Television, le groupe auquel appartenait Richard Hell, oui. Avec I See No Evil, justement le titre c'est Je ne vois aucun mal. Et là, c'est Johnny Thunders en solo avec Great Big Kiss. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, Johnny Thunders avec le Great Big Kiss. Mais Canovaro, par ailleurs, je crois qu'ils ont encore un autre point en commun, Johnny Thunders et Richard Hell. Oui, en effet, Richard Hell a été le bassiste de la première formation des Heartbreakers, qui était le groupe qui a formé Johnny Thunders quand les New York Dolls sont splittés. Oui. Et il y a un pirate qui circule, qui est assez rare, où on entend Richard Hell à la basse, avec Johnny Thunders, guitare et chant. Puis sinon, le morceau qu'on vient d'entendre, c'est Give Him a Great Big Kiss, oui. Qui est un morceau des Shangri-Las. Oui. C'est un groupe blanc des années américains de filles, début des années 60. Johnny Thunders aime bien ce groupe parce que ce groupe de filles, je crois qu'elles étaient 4, chantaient des chansons plutôt noires pour l'époque. Oui. Des petits mélodrames ou des petits psychodrames.
la chanson qu'on vient d'entendre, c'est une scène de bal toute bête, une sorte de bastringue, où dans la version originale, une des filles drague, et puis elle dit à sa copine qu'est-ce qu'il a. Et Johnny Sanders lui a rajouté un couplet, où entre autres on entend She's Born to Lose, qui est son thème favori, Né pour perdre. Ah oui, c'est ça. Alors justement, ça nous permet de revenir à ta nouvelle, qui a pour héros donc un loser, un perdant, et puis une nouvelle que tu dédies à un rocker hésitant, et puis aussi le rocker qui aime le rock d'antan, joué comme naguère, je te cite, suivant l'antique usage et l'ancienne manière. Faut dire que la nouvelle, bon on l'a peut-être pas dit, mais c'est une reprise de L'île au trésor de Stevenson. C'est les premiers chapitres de L'île au trésor. En fait, c'est adapté au rock'n'roll, mais l'histoire a existé, tout le monde connaît L'île au trésor. Pour parler du rock plus précisément, je pense que moi, ma sensibilité sur le rock, c'était la fin des 60s, début 70s. C'était une période où il y a eu un aboutissement du rock, et où le rock a été le plus chargé d'une sorte de révolte qui était en même temps construite. C'est-à-dire qu'en France, on a connu beaucoup plus tard des groupes comme le Velvet, on les a connus début 70s, et un groupe comme les New York Dolls, donc qui était le premier groupe de Johnny Sanders, c'était un groupe je pense que Johnny Sanders est un fan non seulement d'une certaine période du rock noir au début 60, noir au sens d'atmosphère. Noir, hein. C'est ça. Eh bien alors on va retrouver justement ce son du rock d'antan avec un disque très récent paru cette année, les London Cowboys, qui ont d'ailleurs dédié leur album Animal Pleasure aux New York Dolls. Alors la boucle se boucle et on enchaîne avec ce morceau désigné pour vivre, Design for Living, les New York Dolls aux manières des London Cowboys. Désigné pour vivre, les London Cowboys, c'est aussi désigné pour mourir, si on s'en réfère à ce héros qui s'appelle Jim Tonner. Alors, tu évoquais Morrison il y a quelques instants au travers des Doors. Ça va nous permettre un peu d'aborder un problème intéressant, qu'à savoir l'écriture rock. Le rock étant considéré comme une sous-culture, l'écriture rock, les tentatives diverses qui ont été tentées justement pour essayer de répondre à une demande d'un public et d'une génération. Pour toi, l'écriture rock? Bon, c'est difficile à parler au niveau du roman ou de la nouvelle parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il y a quand même des mots, il y a quand même des référents qui renvoient à un imaginaire précis qui est celui du rock. C'est ça. Ceci dit, on a du mal en France parce que c'est surtout écrit en américain et on a surtout lu des choses traduites. Oui. Il existe beaucoup de romans aux États-Unis sur le rock ou des romans inspirés du rock, mais bon, dans ma nouvelle, moi, j'ai essayé de créer quelque chose de particulier qui était la reprise tout d'abord de ce roman qui est considéré comme un roman complètement ringard aujourd'hui, qui est le roman de Stevenson, L'île au trésor. Oui. Et je pense que dans le rock, tel que justement dans ce rock authentique dont on parlait tout à l'heure, il y a aussi quelque chose d'un peu ringard, enfin un petit peu de série B ou ma nouvelle, ça aurait pu être mis en bande dessinée, je pense. Oui, c'est ça. Les mots que tu emploies, les phrases que tu construis sont en fait très cinématographiques pratiquement, oui. En tous les cas très imagés. C'est visuel, oui, c'est voilà. C'est assez visuel. Et puis sinon, le ton général de la nouvelle, c'est le ton du roman noir américain, se lit plus facilement, puisqu'il est peut-être le plus proche du rock. Bon, il y a des lieux, enfin il y a les lieux. Oui, l'hôtel. Alors l'hôtel auquel tu as accordé un nom assez génial, qui est l'hôtel des lits déglingués. J'ai pensé à un hôtel que je connais bien. À Paris. Qui est dans le Marais justement, où il y a un hôtel absolument incroyable, bon, que j'ai eu l'occasion de voir, donc ça s'inspirait directement de là. Bien, écoute, on va écouter maintenant justement alors quelqu'un qui a tenté de faire de l'écriture rock au travers de sa poésie notamment, et au travers aussi de sa musique, Jim Morrison, que nous retrouvons vivant ce soir accompagné par les Doors pour un excellent morceau que tu connais certainement, qui a pour titre The Spy. Oui, l'espion. Ce n'est plus le perdant, c'est l'espion qui sait toujours la vérité. Morrison et les Doors, The Spy, l'espion. Alors c'est assez intéressant ce morceau de Morrison puisque
Il épouse un peu la figure qu'on évoquait tout à l'heure, celle du détective privé, Sam Spade pour Dashiell Hammett, Philip Marlowe pour Raymond Chandler. En même temps, on sait que Jim Morrison a travaillé avec Francis Ford Coppola, qu'il a fait du cinéma, qu'il a écrit sur le cinéma et que l'œil a toujours obsédé Morrison, l'œil symbole phallique de celui qui voit, de celui qui gagne. Ce qui est intéressant, c'est que aussi un peu la position que tu accordes au narrateur, celui qui raconte l'histoire, qui s'appelle Alan pour le héros, et qui travaille comme veilleur dans un hôtel minable, en quelque sorte, les lits déglingués. Alors lui aussi, il voit, il sait, il comprend, il est témoin. C'est en même temps un anti-héros. C'est ce qui correspond, je pense, à énormément de jeunes aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Et en même temps, quelqu'un qui est branché sur le rock, c'est le hard, là. Il dit, pour moi, la musique, la bonne musique, c'est le hard rock. Oui, alors là, c'est pas péjoratif. C'est-à-dire, quand il dit je suis pas intelligent, c'est ce qu'on lui a répété à l'école. Oui, c'est ça. Voilà, alors on lui a répété à l'école, mais en fait, il est pas culpabilisé du tout de ça. Oui. Il s'en moque, il le dit d'ailleurs. Oui. Et ce qui l'intéresse, c'est le hard, parce que c'est une musique. Je pense que c'est une musique à un contact physique très fort, comme le sport un peu, quoi. Oui, c'est ça. Pour les jeunes, pour les très jeunes. Moi, je connais beaucoup de très jeunes qui apprennent la musique aujourd'hui et qui sont fans de hard. Oui, et un sondage a révélé dernièrement que 20% du public français achetait en premier des disques de rock, ce qui est pas mal. Ouais, ce qui est pas mal. Puis le hard a un public qui semble durer de génération en génération. Ça fait 15 ans que ça dure et ça marche toujours autant. Maintenant, je sais pas si la qualité est toujours la même, mais ça enfin, dépend, il y a des fois des trucs qui sont très bons, quoi, qui s'écoutent avec beaucoup de plaisir, je crois. Il y a du bon et du moins bon, effectivement, mais c'est un genre musical à part entière. Alors ce anti-héros, Alan, qui aime le hard rock, eh bien on va lui rendre hommage maintenant, celui qui sait finalement, avec un extrait du dernier 30 cm du groupe de hard rock australien AC/DC, Guns for Hire. AC/DC. Alors, justement, c'est le goût de ce Alain qui tient, qui veille la nuit, notamment dans cet hôtel, les lits déglingués, qui, par opposition à Jim Tonner, est l'anti-héros, par rapport donc à l'autre qui est la rockstar, et en même temps un perdant, mais aussi le héros de ta nouvelle Rock Machine parue dans Rock and Folk ce mois-ci. Alors, ces deux personnages qui se rencontrent comme ça à Paris, dans un hôtel où l'autre va mourir et où l'un est plus ou moins finalement complice du crime, puisqu'il y a assassinat. Oui, le Jim Tonner est un héros, si on veut, c'est un héros en fin de course, quoi, une comète qui est en train de s'écraser. Oui. C'est véritablement la fin d'une carrière. Bon, peut-être qu'il n'a eu lieu que d'une certaine manière imaginaire, puisqu'on dit qu'il a voulu être comme Dylan, mais en fait c'est un échec aussi. Peut-être que c'est rien du tout, quoi, cette rockstar. Oui, parce qu'en fait c'est ça, dans la pensée, la perception de Alain, veilleur à l'hôtel de ce qu'il perçoit de la rockstar, il le présente comme un gars dur et cynique, pensais-je aussitôt, et également il le perçoit probablement, dit-il, dans un mélange de dureté et d'incroyable désespoir. Donc tout de suite, il le mythifie. C'est ça, il est fasciné, il le mythifie, c'est ses fantasmes, quoi. Oui, c'est ça. Le Jim Tonner correspond totalement à son fantasme, voilà, qu'il se représente d'une rockstar avec tous les déboires que cela entraîne. Oui. Et Paris pour toile de fond, oui, Paris que tu présentes un peu de manière assez pitoyable, finalement, un peu comme Roman Polanski dans son film Le Locataire, qui sur un autre registre, qui s'est passé à Perpignan d'ailleurs, c'est pour ça que je l'évoque dernièrement, et il nous montre un Paris cette fois autre, plus normatif si tu veux, et assez minable quand même. Oui, parce que on se demande si aujourd'hui Paris n'est pas une sorte de cimetière du rock. Bon, il y a le Père Lachaise bien sûr, mais il y a aussi le fait qu'on a l'impression que toutes les rockstars sur le déclin viennent un peu y mourir. Il y a une sorte de mythe de Paris ville maudite pour le rock, et surtout pour les Américains. Oui. Et en plus, le fait que ce soit les Français qui apprécient le plus certains groupes qui sont totalement méconnus dans leur pays d'origine. Oui. Donc les Stooges n'ont été connus qu'à Paris pratiquement. C'est ça, oui. Et en France, bien sûr. Mais certains groupes comme les London Cowboys, justement, qui sont venus au Gibus il y a 15 jours ou 3 semaines, ne sont absolument pas connus en Angleterre et vivent tout à fait misérablement. Mmh. D'ailleurs, Angleterre, où maintenant le mot de rock devient synonyme d'insulte. C'est-à-dire qu'on n'aime plus du tout les gens qui se réclament du rock. Donc en France, ça a un certain succès. Oui, c'est ça, parce qu'en Angleterre, il y a un courant de New Wave qui est plus harmonique finalement, et plus et moins violent. Moins violent, oui.
On a l'impression que la France a toujours cultivé une certaine nostalgie pour les groupes à culte et les groupes de rock un peu losers. Oui, rock en même temps assez carré. Pur et dur. Voilà. Alors dis-moi, en même temps, alors, je voudrais évoquer cette paranoïa donc du héros. Le héros l'autre dit il fait un délire de persécution, enfin Alain qui raconte l'histoire, il fait un délire de persécution en pensant de Jim Tonner, la rockstar. Oui. C'est un paranoïaque, mais en même temps c'est vrai puisque la paranoïa qui poursuit le Jim Tonner est vrai puisque l'ange maudit, là, chien noir arrive pour le mettre à mort. Et en même temps, ça renvoie tout de suite aussi à ce film Le Locataire, je ne sais pas si tu l'as vu de Roman Polanski, oui, où il y a oui. une paranoïa, tout le film est basé sur la paranoïa du héros, Oui, qui c'est ça. s'est fait un délit de persécution. Oui, c'est le propre de la paranoïa d'être peut-être critique, justement, c'est-à-dire... À la jamais- Salvador Dali, oui, à la Jacques Lacan. peut-être, oui. En dernière analyse, La paranoïa est vraie la alors. paranoïa est vraie. Le gang existe, le gang que l'on craignait, que le héros ne cessait d'annoncer, finalement Oui. arrive. Et que l'autre ne croit pas finalement. Alain croit que c'est du délire. Oui, il ne croit pas parce que c'est tout à fait incroyable, et pourtant... Alors que c'est l'incroyable- lui à la fin qui tue finalement. Voilà. Et sur Paris, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Le gros événement pour moi, je connais pas tout ce qui passe, mais le gros événement pour moi, ça va être le concert d'Alan Vega à la fin du mois, je crois que c'est le 26. Oui, C'est une nouvelle boîte qui s'est créée à De- Paris. depuis que le Rose Bonbon est fermé. Oui, c'est Ah bon. une nouvelle boîte qui s'appelle les 120 nuits. C'est une formule assez originale, puisque c'est une ancienne boîte espagnole qui Ouais, s'appelait El Globo, ouais. qui était boulevard Strasbourg, une boîte totalement glauque et, comme son nom le dit, un petit peu, et où on se bagarrait plutôt à Strasbourg-Saint-Denis le samedi soir avant, Mhm. qui a été rénovée. C'est une radio, je crois, parisienne, qui s'occupe un petit peu de ça et qui a organisé une formule des 120 nuits. Alors Ouais. c'est assez intéressant comme formule parce que ça ne durera que 120 nuits, puis après ça se terminera. Et il y a un certain nombre de choses qui se passent dans cette boîte, donc entre autres le concert d'Alan Vega. Et puis alors aussi les puces, je parle beaucoup des puces de Clignancourt où on achète des disques neufs, récents, à des prix très réduits. Je me souviens d'un Simple Minds que j'avais payé 40 francs, alors qu'à Perpignan ça avoisine les 70 francs. Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme disque intéressant comme Au plus, courant il y a tout ce qu'on veut, à condition de fouiller. Il y a beaucoup d'arnaques, comme dans tout ce type de lieu, mais c'est quand même un des endroits où on trouve le plus de choses totalement inédites ou disparues. Et puis, il y a des occasions incroyables, mais il faut fouiller. Bien, écoute Canovaro, je te remercie d'avoir accepté cette interview en exclusivité dans le cadre de Pleine Lune, qui est une émission de rock éclectique, figure-toi, pendant 1 heure, du Ouais, lundi au ouais. jeudi inclus. Ouais. Et puis je te remercie et on va poursuivre avec Iggy Pop, l'Iguane, que tu évoquais notamment au travers des Stooges et en tant que soliste, avec un extrait de son dernier album, Bulldozer, ça te va? Bulldozer, bien. Ok. Ok.